passer à l'intervention de Pierre Sonigo. Pierre, tu es toujours là. Sonigo est médecin de formation, chercheur en virologie et il a beaucoup travaillé sur le virus du sida justement. Il réfléchit beaucoup à d'autres cadres théoriques pour la biologie. Il a publié 2 ouvrages pour essayer de sortir de la théorie génétique de l'hérédité et pour présenter le vivant de manière plus écosystémique, métabolique, etc. Pardon Pierre si je fais un peu des raccourcis. Voilà, autour de 2 livres, donc un qu'il a copublié avec Jean-Jacques Cupiec qui s'appelle Ni Dieu ni gène en 2000 je crois, et un second qui s'appelle L'évolution, copublié avec la philosophe Isabelle Stengers, donc dans lesquels il s'interroge beaucoup sur le vivant. Donc Pierre est aussi intervenu depuis le début de la crise pour nous faire profiter de ses connaissances et de ses compréhensions des données au fur et à mesure de l'épidémie Covid, particulièrement sur les réseaux sociaux et puis sur quelques médias éventuellement alternatifs. Donc Pierre a été qualifié de rassuriste. Moi je trouve que c'est pas un luxe d'être rassuré de temps en temps. Et je citerai juste un petit extrait de Jacques Lebovitch dans son livre Un virus étrange venu d'ailleurs, publié en 1984. Donc on n'était pas encore sûr que le virus de VIH isolé était la cause du sida. Il parle de la science et son soutien à la médecine. La biologie, sa canne, mais elle n'est pas à leur service. Avertie des lenteurs de la biologie progressive, elle doit se mettre au travail avec d'autres instruments en attendant, mais sans attendre que le gros œuvre biologique débarque ses machines. Ce que savent bien faire les médecins, c'est observer. Et donc voilà, Pierre, je crois que sur l'épidémie, tu as été un observateur assez intéressant. Je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Donc je dois dire qu'après l'exposé de Barbara, c'est assez difficile de parler de virologie parce qu'on a l'impression, en tout cas en ce qui concerne la gestion de crise, ça n'est pas vraiment le sujet. Puisque finalement, moi, ce que je sais, c'est le savoir qu'on a accumulé autour des grandes épidémies et tout a été remis à zéro. C'est-à-dire que ce que j'ai enseigné ou appris hier, c'est censuré aujourd'hui. On n'a plus le droit de l'exprimer. Donc, on fait passer pour un débat d'experts une sorte de décision et de choix qui fait que, en tout cas, en ce qui concerne Covid aujourd'hui, le débat rationnel sur la virologie, en tout cas, je me trompe peut-être, mais il m'apparaît totalement hors sujet. C'est plus la question, puisque finalement, la science est réécrite dans une sorte d'année zéro de santé publique, comme Barbara et François Alla l'ont écrit. Je vais le faire quand même parce que je ne sais rien faire d'autre, mais une grande question, moi, qui me vient après avoir écouté Caroline et Barbara, c'est comment cela est possible. Comment on a pu remettre à zéro une accumulation de savoir. Alors bien sûr, dans le savoir, il y a des choses qui se discutent, et puis il y a quand même des bases qu'on peut toujours remettre en question, bien sûr, mais pour lesquelles les remises en question nécessitent des argumentaires solides, une réflexion quand même aboutie qui n'a pas eu lieu. C'est-à-dire qu'on a tout remis à plat, on a tout remis à zéro, tout le savoir accumulé sur les virus, les vaccins, l'évolution virale, tout a été remis à zéro sans vraiment qu'il y ait débat, y compris sur des principes de base du genre on ne vaccine pas les personnes rétablies. Alors, c'est vrai que moi, ce que ça m'évoque, bon, alors je suis un peu naïf sur ces questions, mais sur la question de la vérité en science, moi, j'ai beaucoup parlé de ça avec Jacques Lebovitch et Caroline l'a mentionné, mais c'est vrai que dans ce que j'ai vécu, moi, de très près pendant l'épidémie de sida, où on a vu les patients venir s'asseoir avec nous, avec les chercheurs, pour discuter des décisions de financement des projets. Alors, c'était le cas, moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était à SIDAction. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'au départ, les patients, donc
ils n'avaient pas le droit de vote sur le financement des projets, mais ils étaient assis avec nous et c'était quand même un événement assez important. Et du coup, on parlait beaucoup de ça avec Jacques Lebovitch, et lui qui avait une culture, moi j'ai vraiment une culture scientifique un peu trop étroite sans doute, en tout cas à l'époque, ça s'améliore un peu, mais Jacques disait sur la vérité, la question c'est, il y a plusieurs vérités comme autant de points de vue, et la question c'est de savoir à qui bénéficie la vérité, la science. Hein, il discutait beaucoup sur la relation entre la science et la médecine, et la question c'est de savoir pourquoi on cherche cette vérité. Cette vérité, on la recherche pour une meilleure maîtrise de la situation, une meilleure maîtrise de la maladie, avec une sorte d'évidence qui est que ça doit bénéficier aux patients. Et on voit bien que dans l'ensemble des vérités et la question de savoir à qui elle bénéficie, aujourd'hui, c'est très clair. Alors, Jacques en parlait aussi beaucoup de la parole du maître. Hein, c'est l'histoire de la science, des religions. Il y a une sorte d'idéologie qui est un système de pouvoir, en fait. Et on voit bien que d'un seul coup, cela a été réinstauré. C'est-à-dire que la vérité, elle bénéficie avant tout au pouvoir qui décide pour qui c'est bon et pour qui ça ne l'est pas. Alors, et c'est vrai qu'on le voit bien, donc ce qui explose pour moi, surtout par rapport à ce qu'a exposé Barbara, c'est dans l'idée de démocratie sanitaire, enfin, il y a surtout l'idée que le gouvernement a une fonction de protéger la santé des citoyens. Alors, je ne sais pas si c'est la définition de la démocratie sanitaire, ça m'a l'air un peu plus subtil que ça, mais quelque part, dans l'esprit de tous, l'État joue un rôle de protection de la santé. Et là, on voit bien que ce n'est pas le cas. On l'a bien vu sur des choses qui étaient très importantes au moment de la loi Kouchner, c'est-à-dire les principes de précaution euh, et la question de la pharmacovigilance. La pharmacovigilance, c'est vraiment la barrière qui a été mise en place pour protéger les citoyens et les patients. Et la pharmacovigilance, là, mais c'est pas possible ce qui se passe sur la pharmacovigilance. Normalement, il aurait suffi du dixième de ce qui se passe pour tout arrêter. Non, ça continue. Donc, on est vraiment parti dans un système autre où finalement la voix du chercheur, de l'expert, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de celui qui a passé, enfin, de ceux qui ont cette expérience, cette voie-là n'a plus aucun sens ni aucun poids. En tout cas, moi, je ne sais pas quoi faire parce que j'ai été habitué à une sorte de débat rationnel, de confrontation des idées, de confrontation des interprétations aux faits, de s'asseoir sur un corpus pour s'exprimer, de faire des démonstrations avec une certaine méthodologie, plus ou moins. Mais là, ce n'est pas le sujet. Là, les choses sont tellement grosses, tellement énormes, que là, le sujet, c'est celui du pouvoir et de celui qui décide. Ce n'est pas de la gentille démonstration que je vais vous faire qui s'appuie sur 40 ans d'études des virus. Elle est un peu hors sujet. Alors, on peut se demander quand même comment cela est possible. Alors, bien sûr, il y a des questions de pouvoir, mais il y a l'effet Covid, mais tout ça était nécessairement en germe depuis longtemps. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'une partie du germe, en tout cas de ce que je connais, c'est notre pratique de la science au sein des institutions. C'est aussi la façon dont la science est communiquée. J'ai l'impression que notre culture, hein, Caroline l'a mentionné, Barbara aussi, l'idée des réductionnismes, des causalités linéaires, qui a construit, on va dire, notre culture en grande partie, dans un monde complexe comme celui dans lequel on vit aujourd'hui, elle est complètement désuète et dépassée. Et je me demande si, au moins en partie, le fait une telle remise en question des savoirs, une telle réécriture, effacement des savoirs antérieurs, n'est pas lié à un des thèmes sur lesquels j'ai travaillé, notamment en virologie et en génétique,
c'est notre système de pensée avec cette vision des causes, des effets, des catégories, de la spécificité, toutes les questions qui étaient au cœur du livre qu'on avait écrit en 2000 avec Jean-Jacques Kupiec, la façon dont les chercheurs vivent notamment la causalité et les catégories, produit une science complètement dispersée. Hein, c'est-à-dire, on voit bien aujourd'hui qu'est-ce que l'INSERM. Moi, je suis parti de l'INSERM en 2005 dégoûté. Pourtant, j'avais tous les honneurs et les postes, mais franchement, je ne pouvais plus supporter ça. C'était un ensemble d'experts très, très étroits. Chacun voit un truc minuscule qui lui permet d'être d'ailleurs le maître en son domaine, puisque le domaine est tellement petit qu'il peut être le maître, qu'il peut publier dessus, se montrer. Et puis, il y a des regroupements d'experts qui peuvent publier des choses nouvelles sur un domaine tellement étroit que soit on n'y comprend rien, soit même quand on a compris, on s'en fiche complètement. Donc, il y a eu cette évolution d'une science réductionniste poussée à l'extrême, avec un champ, et puis ça allait dans le sens de cette débauche de publications sur lesquelles il n'y a jamais de synthèse et rien. Et ça, finalement, ça nous laisse un citoyen ou un patient totalement débordé par la situation. Hein. Le chercheur n'est pas débordé puisque lui, il gère quelque chose de tellement étroit qu'il peut le gérer, mais ça n'a d'intérêt pour personne. Si on juxtapose toutes ces pratiques de chercheurs ultra experts qui n'ont d'intérêt pour personne, si on regarde comment la science est communiquée, comment elle est diffusée, parce que il me semble, Barbara ne l'a pas mentionné, mais qu'un élément très important, si elle l'a mentionné, de cette démocratie, c'est de partager le savoir. Mais si le savoir n'est pas partageable, de par la façon dont il est construit, le champ de réécrire ce savoir est totalement ouvert. Tout le monde est perdu par le savoir. Déjà, il y a 20 ans, moi, j'étais extrêmement choqué par le fait qu'il existait, alors aujourd'hui, n'en parlons pas, mais il existait une presse d'opposition. C'est-à-dire qu'il existait dans la presse un débat, et là, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle d'il y a 20 ans ou plus. Il y avait possibilité de tout débattre, déjà il y a 20 ans, sauf de science. La presse reprenait systématiquement les vues consensuelles. C'était très difficile. Avec Kupiec, en 2000, on a publié une remise en question des théories en génétique. Ça a été très, très, très dur d'avoir des échos dans la presse. La presse ne se sentait déjà plus capable de mettre de communiquer un débat scientifique. Il y avait forcément la vérité et le faux, et du coup, il n'y avait pas une organisation de débat, il n'y avait pas de mouvement de vision. Et c'était déjà, je pense, un signe que la science n'était plus maîtrisable, y compris par la presse, et que du coup, on était déjà passé dans un système de qui a raison. Celui qui a raison, c'est celui qui parle le plus fort. Et du coup, je pense que ce qu'on a vu il y a 20 ans, moi, ce que j'ai vu de près à l'INSERM, ce que j'ai vu dans les journaux déjà à l'époque, dans les années 2000 et sans doute avant, était déjà tout ce qui permettait une situation de remise à zéro des savoirs qu'on a vu aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Parce que comme je parle à moi-même sur l'écran... Oui, on vous entend. Bon, merci. Donc, comment cela est possible? Moi, j'ai quand même l'impression que c'est notre système de pensée aussi qui explose, notre système de pensée réductionniste, dualiste, métaphysique, qui est en train d'exploser dans un monde où une approche de la complexité est nécessaire. Je pense que ces éléments-là vont être repris par d'autres, notamment par Giuseppe. Alors quand même, je vais reparler de virologie. Donc, ce qui a permis, l'argument clé qui a permis de remettre à zéro tout le savoir, c'était le caractère nouveau du virus. Donc, le virus est nouveau, il échappe à tout ce qu'on connaît, donc la page est blanche, on peut réécrire ce qu'on veut. Ça, c'était très net. Et c'était d'autant plus choquant quand on connaît les coronavirus que les coronavirus, il n'y a pas plus banal
plus multiples et plus répandus que ces bestioles-là. Alors, ça me rappelle aussi ce que disait Gurmek sur le sida, hein, parce que tous ces débats sur l'origine du sida, le nouveau virus, sa fabrication dans les laboratoires, tout ça a déjà eu lieu avec le sida. On se demandait quelle était l'origine du sida avec une vision une question de causalité. Quelle est la cause du sida? Et la cause du sida, c'était l'origine du virus. Avec une idée aussi que les virus sortent de nulle part, une sorte de génération spontanée des virus et des maladies, comme si c'était possible. Hein. Et ça, cette dérive-là, on l'a déjà vue. Et Gurmek disait au sujet du sida, d'ailleurs, qu'est-ce qu'une maladie nouvelle? Hein, la maladie peut être nouvelle en un lieu, elle peut être nouvelle par notre capacité à la reconnaître, par notre capacité à la décrire, par notre capacité à la mesurer. Hein, et ce n'est pas pour autant qu'elle est nouvelle dans l'absolu. Hein, et souvent, on mélange cette capacité à décrire, à reconnaître, à mesurer avec une idée de nouveauté. Et là, que j'ajouterais dans le caractère nouveau du coronavirus, et ça en dit long aussi sur, je pense, le fonctionnement actuel de notre société, c'est la nouveauté médiatique. Hein, un virus dont on parle dans les journaux, il existe. Si on n'en parle pas dans les journaux, il n'existe pas. Et on voit bien l'utilisation qui peut être faite de cela par ceux qui auront pris le pouvoir sur les médias. Donc il y a une sorte de droit d'existence ou de non-existence qui est posé par les médias sur les virus. Alors, les coronavirus, donc, ils sont tous sauf nouveaux. On connaît 4 souches humaines. On connaissait de façon claire à peu près 6 souches de coronavirus. Ces souches ont été décrites et identifiées à une époque où les moyens qu'on a aujourd'hui les moyens de l'époque où on les a identifiés étaient beaucoup moins puissants que ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec des moyens très artisanaux, très lourds et longs, on en avait déjà trouvé 4. Je pense qu'on les connaissait déjà dans les années 80. Donc, il y en a nécessairement toujours eu beaucoup plus. Après, il y a un rôle particulier sur les coronavirus qui est les 2 derniers. Les 2 derniers qui ont été, selon les critères de Gurmek, comme ils ont donné des pics de maladies locales et faciles à identifier, du coup, ça a permis effectivement de les définir comme nouveaux, et ceux-là ont un statut très particulier dans les coronavirus, alors que c'est plutôt l'exception que la norme. C'était le cas du SARS-1, hein, qui a beaucoup inspiré la vision du SARS-2, et du MERS, qui étaient effectivement des coronavirus qui avaient des pics locaux de contagiosité et de mortalité assez élevés. Donc, qui étaient très visibles, très spectaculaires, qui attiraient le regard vers là. Je pense d'ailleurs qu'il faut se rappeler que sur le sida, ce qui a attiré l'attention sur le sida, qui a fait parler de nouvelles maladies, c'est le fait que tous les patients étaient homosexuels. Hein, c'est-à-dire que ça a été le cancer gay au début, on l'a décrit comme ça, mais en fait, on a vu après que d'abord, ce n'était pas un cancer, au sens, si tant est qu'on puisse définir un cancer, que ça n'avait rien à voir avec leur homosexualité, mais néanmoins, c'est un bon exemple d'une situation où on cherche des liens de cause à effet systématiques, hein, c'est vraiment notre mode de pensée, celui même que je critique, et je pense qu'il est à l'origine de cette chute. On sait aujourd'hui que ça n'a rien à voir de manière directe avec l'homosexualité sur le sida, mais ça a eu la vertu, si on peut dire, de rendre les choses visibles. Hein. Et tant que le virus n'était pas visible, il n'existait pas. Donc, les coronavirus, il y en a des tonnes, ils circulent depuis longtemps. Et alors, je ne vous parle même pas des animaux. Hein. Si on prend les animaux, il suffit de chercher un peu, surtout avec les méthodes actuelles, on en trouve. Donc, les coronavirus, il y en a toujours eu. L'idée que c'était nouveau, qui est pour moi la clé de voûte
de la possibilité de réécrire toute la virologie. Ce n'est pas possible, c'est des virus extrêmement communs, extrêmement répandus, et il y en a énormément chez l'animal et chez l'homme depuis toujours. Élément aussi qui est incroyable, c'est justement qui montre cette façon de penser, des causalités simples. C'est l'idée que, oui, mais ce nouveau coronavirus, il est plus mortel que les autres. Alors, ça n'a aucun sens. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire stricto sensu qu'un virus est plus pathogène que les autres. La pathogénicité n'est pas une propriété du virus. De façon évidente, vous voyez bien que quelqu'un, sur le même virus, il y a des personnes qui n'ont absolument rien et d'autres qui meurent. Donc, on voit bien que c'est pas, on ne peut pas dire que c'est une propriété du virus, ou alors on choisit ceux qui meurent pour décrire la propriété, parce qu'on peut aussi dire, d'ailleurs, il y a eu ce débat, savoir si le virus est bénin ou s'il est mortel, on voit bien que ça dépend des gens. Donc, en virologie, on enseigne aux étudiants que le pouvoir pathogène est une propriété de la relation au virus, ça n'est pas une propriété intrinsèque du virus. Par ailleurs, un des éléments clés chez l'hôte du pouvoir pathogène viral, c'est la réponse immune. Alors j'insiste sur ça parce que bon, c'est évident aussi, mais que ce soit les caractéristiques propres du virus, que ce soit la réponse immune, de l'hôte, ce sont des éléments extrêmement dynamiques, extrêmement mobiles, qui influencent l'un l'autre. Comme vous voyez, il est évident que les variations de virus vont induire des réponses immunes différentes au fur et à mesure des variations. Ce qu'on capte moins, c'est moins évident pour tout le monde, c'est que la réponse immune se modifie et elle induit des modifications sur le virus. C'est-à-dire qu'on a une relation très interactive et très dynamique. Alors ça souligne aussi quelque chose sur lesquels on avait beaucoup débattu dans mes livres autour des années 2000, que Caroline a mentionné, c'est aussi la vision complètement dingue de l'évolution des virus. Et ça aussi, ça permet une remise à zéro, parce que personne n'y comprend rien. L'idée de l'évolution virale, telle qu'elle est perçue, on va dire, par le grand public, c'est que les virus mutent et qu'un jour, par malheur, ils acquièrent une mutation cataclysmique. C'est-à-dire, en gros, c'est la grande loterie. On l'a vu avec les discours sur les variants de Covid. Le Covid, on l'avait un peu oublié, mais il y a des mutations toujours plus méchantes ou toujours plus hasardeuses. Une sorte de hasard des mutations avec un pouvoir causal total sur le pouvoir pathogène du virus. Ça n'a aucun sens de dire ça. Les 4 souches coronavirales qui sont là, qui sont connues depuis très longtemps et qui sont aujourd'hui considérées comme bénignes, vous pensez bien qu'elles n'arrêtent pas de muter. Par quel malheur, vraiment on n'a pas de chance, ces 4 souches qui n'arrêtent pas de muter sont toujours considérées comme bénignes, et puis juste le dernier arrivé, là, lui, quand il mute, c'est cataclysmique, c'est un variant, il faut fermer les frontières et enfermer tout le monde. En fait, les mutations ne sont pas le moteur d'évolution. Le moteur de l'évolution, c'est avant tout la sélection naturelle. Le virus explore le champ des possibles et ne reste que les virus qui survivent le mieux. Alors, survivre le mieux, qu'est-ce que ça veut dire pour un virus? En fait, il y a 2 façons. Si on considère que la réponse immune, c'est le prédateur des virus, c'est la sélection naturelle des virus, c'est vraiment la plus grande menace à laquelle le virus doit répondre, c'est la réponse immune de l'hôte. Dans cette situation, le virus, certaines mutations vont être plus favorables en fonction des modifications de la réponse immune de l'hôte, des mutations favorables différentes. Alors, ce qu'il faut voir aussi, ce qu'il faut comprendre, pourquoi ça bouge tout le temps. On ne peut pas dire le virus est mortel, il n'est pas mortel.
parce qu'il est en mouvement permanent. Hein, dans une population virale de milliards d'individus qui mutent à toute vitesse, tous les mutants sont déjà là tout le temps. Hein, et on ne détecte que les plus fréquents, ceux qui sont les plus favorables et les plus nombreux. Mais tous les mutants sont là. Donc de dire le mutant est apparu, c'est faux sur le plan virologique. Il n'est jamais apparu, il est là, mais il est caché dans la population, c'est sa fréquence qui monte. Hein, comme dirait Gurmek, on peut le voir, alors qu'on ne le voyait pas avant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soit il mute pour échapper à la réponse immune, donc il peut faire des variations où il est différent, et du coup, il échappe en partie à la réponse immune. Mais la meilleure l'évolution la plus stable, qui a été très bien décrite pour les autres virus respiratoires, c'est de se mettre dans ce qu'on appelle des endroits sanctuaires. C'est-à-dire que la réponse immune du corps, elle n'est pas... Alors, vous voyez, soit le virus reste au contact de la réponse immune et il doit muter tout le temps et la réponse immune va suivre les variations pour le reconnaître et l'éliminer. Mais il y a des variations qui sont beaucoup plus décisives. C'est celles qui mettent le virus à l'abri dans un sanctuaire, là où la réponse immune n'est pas présente, quasiment pas. Et c'est exactement le cas des muqueuses des voies aériennes supérieures. C'est-à-dire, en gros, dans le fond du nez, dans le nez, le virus trouve un milieu qui est très favorable à sa survie, pour plein de raisons. La première, c'est que c'est un peu, comme je dis souvent pour simplifier, à l'extérieur du corps. C'est-à-dire que les lymphocytes tueurs qui sont capables de nettoyer les poumons ne peuvent pas sortir dans le nez. Du coup, le virus qui sait rester à la surface des muqueuses, il est beaucoup moins exposé à la réponse immune. Par ailleurs, c'est aussi un tremplin extraordinaire pour la contagion, hein, qui est évidemment un facteur de succès évolutif d'un virus. C'est-à-dire que quand on est dans le nez, et en plus qu'on fait éternuer, ça permet au virus de se promener. On l'a vu, on le voit bien, si on compare avec le sida est un virus qui reste à l'intérieur du système lymphoïde à l'intérieur, et on voit bien que la contagion par le sida nécessite des contacts intimes où une possibilité de prévention sera très différente. Donc, les coronavirus se mettent dans le nez. De là, ils peuvent être transmis de façon très efficace. Ils échappent aussi à la réponse immune. Et ce qu'on voit sur le plan évolutif quand on suit un virus comme ça, c'est au fur et à mesure que la réponse immune croît chez les personnes, du fait de l'infection, les virus sont de plus en plus localisés dans le nez. Et ça donne une sorte, ce que j'appelle moi, une relation hôte-virus qui est une sorte d'armistice gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le virus peut survivre, il est très contagieux, mais il reste à l'extérieur du corps, c'est-à-dire sans causer autre chose que des maladies bénignes, et il échappe à la réponse immune. Donc il y a une sorte d'équilibre entre l'autre, d'armistice entre l'autre et le virus. Le virus dit « je reste dans le nez » et l'autre dit « bon, ok ». Et ces virus-là, ça explique aussi pourquoi ces virus-là sont très présents et très répandus. Ça explique aussi pourquoi il y a un côté complètement absurde à les mesurer là. Hein, on l'a vu d'ailleurs avec cette sorte de prolifération des tests dans le nez. On n'a jamais fait ça avant. Hein, on n'a jamais fait un truc aussi fou que d'aller mesurer la présence de virus qui habitent là en permanence depuis la nuit des temps, regarder s'il y a des virus dans le nez des gens en bonne santé pour en tirer des conclusions sur l'état de la santé de la population. Savoir qu'il y a des millions de personnes qui ont des virus dans le nez et qui vont très bien, merci, je ne vois pas, moi, très bien en quoi c'est une mesure de la santé de la population. Surtout que c'est là qu'ils habitent et c'est là qu'ils ont toujours habité. On ne l'a pas fait avant. Si on l'avait fait avant, on sait qu'on aurait pu le faire à une époque où on s'en fichait complètement du Covid. Je pense qu'on aurait trouvé énormément de coronavirus dans le nez des gens si on avait fait ce test avec des méthodes modernes ultra sensibles et à grande échelle. Ça va, vous êtes toujours là? Je vois personne. Nous sommes toujours là. Bon, parce que oui, j'ai l'impression de parler à moi-même, et comme je le sais déjà, ce que je dis. Ok, donc il y a cette sorte d'idée de génération spontanée d'un virus nouveau qu'on trouve dans le nez, mais
franchement, le nez a toujours été plein de virus, ils habitent là. Hein. Ils sont saisonniers, ils poussent là, ils ont des conditions assez favorables à leur prolifération, ils ont toujours été là, ils sont à l'abri de la réponse immune. Il y a des conditions d'humidité, de température qui sont favorables. D'ailleurs, pas toujours. Hein. On voit bien d'ailleurs le côté saisonnier, moi je dirais écologique, traduit les relations du virus avec son environnement nasal comme un champignon, quoi. Il pousse en certaines saisons, dans certaines conditions, à certains endroits, et on voit bien toute cette écologie, toute cette relation qu'on a depuis toujours avec les virus. Et alors pourquoi c'est aussi très gagnant du point de vue de l'autre? Parce que quand il est dans le nez, non seulement il ne rend pas trop malade, mais il immunise. Et ça va ouvrir le fait d'avoir sans arrêt des virus sur les muqueuses nasales, maintient en permanence une réponse immune qui, comme on l'a vu avec les vaccins, est assez labile, mais comme on se réinfecte sans arrêt, ça permet à la réponse immune d'être maintenue et de protéger contre les formes graves. Parce qu'il y a un point qui est très important et indiscutable au cours du Covid, c'est que 95% de la population est protégée d'emblée, avant même qu'il arrive. Et notamment, moi, c'est un des éléments assez forts, c'était que les enfants étaient protégés. Il y a en virologie un modèle qui est le modèle des poussées de mortalité liées aux variations antigéniques du virus. En gros, on sait que de temps en temps, ça a été très bien étudié pour la grippe, parce que la grippe a tendance à recombiner ses gènes et à sortir avec les réservoirs animaux, et du coup, il y a des virus nouveaux qui apparaissent sans cesse. Et le problème quand ces virus sont nouveaux, c'est que les réponses immunes les reconnaissent moins bien, et du coup, la mortalité est supérieure. Elle est supérieure pendant 1-2 saisons maximum, le temps que le virus se transmette à grande vitesse, comme le font tous ces virus respiratoires. Les réponses immunes de la population se mettent à jour et du coup, la mortalité tombe. Donc, on a des pics de mortalité saisonniers plus ou moins hauts qui sont liés à ces variations virales. Mais par contre, dans ces variations virales, où on a des pics de mortalité qui peuvent être assez spectaculaires, hein, les réanimations sont saturées et un peu dans des ambiances difficiles quand même, à peu près tous les hivers. Dans ces situations, les enfants sont très touchés, hein, parce qu'on parlait des personnes fragiles, mais les enfants sont fragiles du point de vue des maladies infectieuses. Mais curieusement et très paradoxalement, au début de l'épidémie de Covid, les enfants n'étaient pas touchés. Les enfants et une grande partie des sujets jeunes. Et pour un virologue, là, pareil, on ne peut pas être sans arrêt à invoquer une sorte de hasard magique. Si la population est protégée, c'est qu'elle a été immunisée. Si elle est immunisée, c'est qu'elle a été infectée par des virus proches. Si elle a été infectée par des virus proches, c'est que ces virus circulent beaucoup. Et vous voyez comment ce qu'on a observé au début de l'épidémie, alors bien sûr, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si on met le regard sur ceux qui meurent, on a une vision assez biaisée de la réalité, et la compréhension qu'on peut avoir sur ce virus nécessite d'intégrer tout le monde. Et là, le fait que les enfants, surtout que les enfants sont fragiles, n'aient rien, indiquait que la population était immunisée par une circulation abondante, préexistante des coronavirus. Très vite d'ailleurs, dès l'été 2020, il y a une série de publications qui ont montré qu'on était d'autant moins malade qu'on avait une réponse contre les coronavirus avant. Mais ça indiquait beaucoup de choses. D'abord que la population avait une immunité protectrice, que la protection n'empêchait pas la transmission. C'était assez intéressant de voir ça, parce que les enfants n'étaient pas malades, n'étaient pas touchés par les formes graves, ni les sujets jeunes, jusqu'à un certain âge, mais par contre, la transmission avait lieu. Alors, pourquoi c'est important d'insister là-dessus? C'est que on sait aussi, c'est un principe que j'ai appris, enseigné,
du fait de la façon dont je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais la façon dont la réponse immune est induite fait qu'une infection est toujours plus immunisante qu'un vaccin. C'est quasiment impossible d'avoir la puissance de protection d'une infection guérie avec un vaccin. Donc là, en voyant que tout le monde était protégé des formes graves par une circulation coronavirus antérieure puissante, déjà d'emblée, dès qu'on a vu que les enfants n'avaient rien, on pouvait en déduire que la vaccination ne pouvait pas protéger contre la transmission. Elle pouvait, à la rigueur, protéger contre les formes graves, de la même manière que les enfants et les sujets jeunes étaient protégés contre les formes graves, mais elle n'arriverait jamais à faire mieux que l'infection et à protéger contre la transmission. Ça, c'était une conclusion assez évidente pour tous les experts qu'on pouvait faire d'emblée. Et comme vous voyez, ça fait partie des schémas incroyables où on s'est mis à vacciner contre la transmission comme si on allait y arriver. 3 ans plus tard, tout le monde voit bien qu'on peut avoir eu 3 doses ou plus et qu'on continue à l'attraper et à transmettre. La question reste, parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'études solides sur la question, de savoir si le vaccin protège au moins des formes graves, parce que c'est le seul objectif réaliste qu'on peut avoir sur cette question. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à un savoir qui a été effacé ou négligé, le fait que les enfants soient protégés, ça nous donnait à la fois une vision sur ce que pouvait faire la réponse immune antivirale, mais ça se raccrochait au champ des viroses infantiles, qui sont aussi des modèles que tout le monde s'est empressé d'oublier, ou peut-être que les gens ne les connaissaient pas. Mais dans les viroses infantiles, on prend, je sais pas, l'exemple de la varicelle, les enfants l'attrapent, entre guillemets, très tôt. Ce qui est intéressant, c'est ils sont peu malades quand ils l'attrapent tôt. Hein, comme on dit, il vaut mieux attraper la varicelle tôt dans l'enfance ou les oreillons. Il vaut mieux les attraper tôt. Et pourquoi? Parce que les tissus de l'enfant ont certaines caractéristiques. Pareil, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ils ont à la fois des caractéristiques métaboliques et des caractéristiques de cicatrisation qui font que des maladies comme les oreillons ou la varicelle font moins de dégâts quand elles touchent dans l'enfance. Alors, ce qui est intéressant, et on pourrait presque dire la nature est bien faite, c'est que la première infection, c'est-à-dire avant que les personnes aient une réponse immune, est bien tolérée dans l'enfance, mais elle met en place une réponse immune qui dure, et qui dure d'autant plus que ces virus circulent et réinfectent régulièrement pour réactiver la réponse immune, cette fois chez des sujets plus âgés, donc qui n'ont pas les protections spécifiques de l'enfance, et qui ont une réponse immune. Et les virus infantiles ont des courbes de mortalité selon l'âge. C'est-à-dire que quand on voit Covid, et on l'a vu dès le début, avec une courbe de mortalité selon l'âge, il faut remettre en place la pensée qu'on a sur les autres viroses infantiles. Et en fait, ça fait de Covid une virose infantile comme les autres. Hein, on sait d'ailleurs que les coronavirus qu'on connaissait avant circulent beaucoup chez les enfants, que ça met en place une immunité à long terme qui faisait qu'on considérait jusqu'à présent les coronavirus comme bénins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on disait ça, donc avant le Covid, ce qu'on glissait sous le tapis, c'était les personnes âgées. Parce que les études montraient que parmi les 10 à 20 000 personnes qui décèdent en France chaque année d'infections respiratoires, il y avait au moins 10% de coronavirus, voire plus. C'est-à-dire qu'avant le Covid, on disait que les coronavirus étaient bénins parce qu'on ne regardait pas les quelques milliers de personnes âgées qui mouraient chaque année d'infections respiratoires liées au coronavirus. Alors, il faut dire qu'on ne faisait pas de tests. Ah, c'était la grippe. Et puis d'un seul coup, nos dénis ou nos biais ont changé. À partir de Covid, on n'a plus regardé que ceux qui mouraient
et on a complètement oublié ceux qui ne mourraient pas. C'est là qu'on voit la neutralité scientifique en action, dans son œuvre. On choisit de regarder là où on a envie de regarder. Donc, bon, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j'arrive sans doute au bout. Oui, je crois que, bon, pour reprendre, pour conclure et reprendre ce qu'a dit Caroline en introduction sur notre relation à la nature, on voit que on vit avec les coronavirus depuis toujours. Je pense que certains variants, d'ailleurs, comme qu'on a vu Omicron, qui sont très différents des souches d'origine Wuhan, étaient certainement là avant et circulaient avant. Alors, ça n'arrangeait personne de dire ça, puisqu'on a décidé que c'était nouveau, mais ces virus circulaient sans doute avant. On voit que, pour moi, ce qui est en jeu dans cette histoire, c'est vraiment notre relation à la nature. On doit vivre en harmonie avec la nature, et puis il y a des équilibres qui se trouvent. Penser qu'on va éradiquer les virus, les moustiques, les éléphants, je ne sais pas quel autre animal, les loups, c'est d'abord pas raisonnable, et ensuite ça finit par se retourner contre nous. Et puis au final, cette question de relation à la nature, elle montre à quel point notre culture, peut-être notre civilisation, peut-être que j'exagère, c'est plus une hypothèse, une question que je pose, cette vision non relationnelle, mais catégorielle, c'est-à-dire causale. Il y a d'un côté les virus, ils sont figés dans leurs choses, de notre côté nous, le fait que ce sur quoi on avait beaucoup travaillé avec Isabelle Stenger, le caractère relationnel de toute entité, hein, l'idée de Simondon que la relation est première par rapport aux entités qui sont en relation, qui était au cœur aussi de la physique de Prigogine, cette idée que les choses sont en mouvement et qu'elles sont construites autour de relations, elles ne sont que le nœud de relations. Cette idée de relation à la nature, elle doit être vue autrement, d'une autre manière, pour qu'on retrouve notre place et qu'on essaye peut-être de renoncer à ce monde catégorisé en virus humain, naturel, artificiel. Et je pense que sur ce sujet, ça ouvre sans doute sur la question du technofixe, qui est très liée à une certaine vision de la causalité, sur laquelle, qui est au cœur de l'exposé de Giuseppe. Voilà, merci beaucoup. Une autre question, peut-être. Okay. Ça va, vous m'entendez toujours? Oui, 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 je m'entends toujours. Christian. Christian. Il faut que tu le remettes en co-hôte. Oui, oui. Merci. Merci pour cet exposé. Et cette question, je voulais la poser aussi à Barbara Stiegler, parce qu'il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas depuis 2 ans. C'est pourquoi la communauté, pourquoi vous êtes si peu nombreux à dire ce que vous dites, pourquoi le silence assourdissant de vos collègues. Là, les virologues, par exemple, comme vous l'avez dit, très bien expliqué, on a mis à sac des décennies de connaissances sur les virus, et puis ça semble gêner personne. Alors, j'ai bien vu que tous ceux qui ont essayé de parler s'en sont pris plein la figure, ils ont été discrédités, taxés de rassuristes, complotistes, extrême droite, mais quand même, quoi, vu la gravité de ce qui se passe, pourquoi vous êtes si peu nombreux? J'ai une partie de réponse. Tous les chercheurs, il y a une sorte de monopole d'État sur la recherche. Donc, ils sont partie des institutions. Leur patron, c'est le ministre. Donc, c'est difficile de parler. Je pense de ces places-là, ceux qui l'ont fait sont très courageux.
mais la question du monopole de l'État sur la recherche se pose. Parce que c'est vrai que s'il n'y a que des chercheurs d'État qui obéissent quelque part aux institutions parce qu'ils risquent leur carrière à ne pas obéir, pareil pour les médecins hospitaliers. Hein. Les médecins hospitaliers ont tous pris le discours, enfin en tout cas ceux qu'on a vus, ont pris le discours dominant. Les médecins du privé, c'est délicat hein, aussi pour eux. Mais on voit bien, le privé n'est pas une solution non plus. Il peut y avoir des conflits d'intérêts, pas toujours, mais je crois que c'est assez facile de museler les institutions qui dépendent tellement de l'État. Et bon, ce n'est pas mon sujet, mais c'est une réflexion un peu naïve. Mais c'est sûr que quand toutes les institutions, plus on est dans un système où l'État est partout, plus la bascule totalitaire est facile à réaliser. Là, les chercheurs dépendent de l'État, tout dépend de l'État, les hôpitaux. Il y a qu'à ils sont aux ordres. Hein. Donc, alors bon, je dis ça, c'est un peu simpliste, mais quelque part, ça fait sans doute partie du problème, le fait qu'il y a trop d'États partout. Barbara va peut-être compléter aussi de mes souvenirs. Merci infiniment pour cette présentation très précieuse. Pour essayer de répondre à la question, ce qu'elle m'était adressée également, je dirais, conformément à ce qui a été d'ailleurs concernant une multiplicité de dynamiques qui peuvent seules expliquer un événement, un phénomène d'une telle ampleur, c'est-à-dire un effondrement épistémique aussi brutal, dont on ne sait pas peut-être que ça va continuer à s'effondrer, on ne sait pas du tout où on va, du point de vue de cet effondrement épistémique. Personne ne peut dire « ça y est, c'est fini, la science est détruite » ou « suite à cette horreur, la science va se lever ». Donc, ce que je pense, c'est qu'il y a une multiplicité de causes, exactement comme il faut avoir une approche multiple. Il ne faut pas chercher un coupable. Donc, le coupable n'est pas le néolibéralisme, le coupable n'est pas l'État, le coupable n'est pas le marché. Et je crois que tout ce qui a été dit par Pierre au début sur la manière dont fonctionne la science aujourd'hui, c'est-à-dire toute la question de l'atomisation, parler de dispersion et le fait qu'on se soit laissé détruire par ces processus de dispersion, d'atomisation et qu'on ait complètement perdu de vue le travail de réflexivité qu'impose normalement la science. Vous voyez toute l'histoire de... Je travaille beaucoup là-dessus, je travaille sur l'histoire de l'université, les philosophies de la Bigdo, comment face à la crise des savoirs, devant l'explosion des savoirs empiriques, il a fallu faire tout un travail politique pour réinventer l'idée d'université, de réflexivité, avec une réflexion sur la notion de système, sur le fait de tenir ensemble, avec une réflexion sur la notion d'autonomie, d'autonomie qui ne veut pas dire de fermeture du champ scientifique, mais qui veut dire de protection du champ scientifique. Tout ça a été laminé par aussi les politiques néolibérales de la recherche. Le fait que nous soyons fonctionnaires d'État nous a obligés à appliquer nous-mêmes, c'est un peu ce que Pierre disait à l'instant, nous a obligés à appliquer nous-mêmes ces réformes qui nous ont, par lesquelles nous détruisons nous-mêmes. Voilà, donc c'est vraiment à la fois le capitalisme financiarisé, le néolibéralisme qui repose fondamentalement sur une reconfiguration du savoir comme innovation générant de la croissance, c'est l'état de notre démocratie, enfin bref, c'est toute une série de déterminations fondamentales, et je pense que dans le réel, il y a multiples autres ferments qui se passent, une multiplicité de choses qui ne sont pas réductibles à tous ces processus catastrophiques. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, voilà. C'est ce que je voulais dire. Et on ne sait pas quelle est la cause. Merci. En tant que chercheur, c'est vrai que scientifique, c'est vrai que moi, ça fait très longtemps, depuis quasiment le début de ma carrière, où je suis choqué par ce que je vois de la science. C'est-à-dire comment ça peut être aussi ennuyeux et incommunicable. Hein, on s'engage dans ce métier par passion, par curiosité. Et puis une fois, j'ai eu une sorte de révélation, je crois, j'étais à un colloque de virologie, hein, ma spécialité, et c'était bien longtemps.
Et puis j'écoutais les exposés se dérouler et j'y comprenais rien déjà. Alors que j'avais déjà quand même une certaine expérience du métier, je n'y comprenais rien. Il fallait que je me batte pour essayer de comprendre où il voulait en venir. Et les rares fois où je le comprenais, mais je regrettais de m'être battu. Et j'ai eu une sorte de choc psychologique. Je suis parti au cinéma. Je suis sorti de la salle, je suis allé au ciné et j'ai vu le film. Et le film était passionnant. Je me souviens plus quel film c'était, mais c'était passionnant. Enfin, on était scotché dans son siège. On n'avait pas envie, quand on était au cinéma, d'aller au colloque. Hein. Alors que l'inverse était vrai. Et moi, j'avais fait de la science par passion, par curiosité, par intérêt pour les autres, pour le réel, pour tout un tas de choses. Mais là, je ne m'y retrouvais pas du tout. Et d'ailleurs, on avait formé un groupe. Le slogan, c'était de faire de la science telle qu'on croyait qu'elle était avant d'en faire. Et c'est vrai que cette pratique des sciences n'a rien à voir avec les raisons pour lesquelles on en fait, cette passion, etc. Moi, à la fin, bon, je n'ose pas le dire, mais j'appelais ça de la science, la pratique. C'est ce truc complètement atomisé qui sert à publier en 3 mois, un truc qui n'a aucun intérêt, sans aucune perspective, sans aucune synthèse, sans aucun recul. Mais c'est dingue. Ouais, franchement, je suis très énervé contre ça. Voilà. Et je Merci. trouve que c'est au cœur de ce qui se passe. Ok. Alors, Anna, tu voulais poser une question très courte, si c'est possible, parce qu'on aura une autre question. Et après, Giuseppe m'a demandé d'organiser un vote démocratique pour savoir si vous souhaitez qu'on fasse une courte pause de 10 minutes avant sa conférence. Voilà, donc réfléchissez à votre vote. Anna, à toi. Oui, j'aimerais bien savoir comment combattre ça parce que, bon, je parlerai de ce qu'on fait, on essaye de faire à l'intérieur de la biologie théorique, mais je vois vraiment un problème dans cette très complexe situation qu'on a décrite. Et donc, j'aimerais bien savoir si vous avez une proposition de quelque chose à faire pour commencer à lutter contre les problèmes par des moyens démocratiques, par changer la science. Qu'est-ce qu'il faut faire? Anna, c'est à moi que tu poses la question. Oui, ouais. Moi, ce que j'avais fait à l'époque, hein, d'ailleurs, il y a eu des prolongements de ça, c'était d'essayer de se mélanger entre disciplines, d'essayer de prendre du recul, de s'intéresser à l'histoire de nos disciplines, aux anciens débats, qui sont souvent toujours là, et puis aussi d'essayer de rendre la science, de la communiquer déjà entre nous, hein, entre chercheurs. On avait organisé des rencontres avec... Le CNRS avait d'ailleurs soutenu cette démarche, d'organiser des rencontres multidisciplinaires, c'est-à-dire de mélanger les philosophes, les biologistes, les évolutionnistes, et d'essayer déjà dans un premier temps de se parler. Parce qu'il y a des manies, des rituels scientifiques qui sont de parler juste des derniers travaux, alors surtout en biologie, hein. On parle des dernières publications, mais on n'a aucune idée du contexte dans lequel elles s'inscrivent, de leur histoire, pourquoi on en est là, pourquoi on a fait ça. D'ailleurs, c'est des questions qu'il vaut mieux ranger parce que ça n'a jamais été pris en compte. Donc, essayer déjà de se parler, d'échanger, d'être respectueux, de débattre, d'essayer de comprendre aussi ce qu'ont fait nos anciens. Hein. Moi, j'ai beaucoup parlé là, dans le cas de Covid des anciens de l'Institut Pasteur pour qui j'ai un profond respect et qui m'ont appris ce que j'ai appris, avec beaucoup de bienveillance, de passion. Moi, on traite de naïf, idéaliste, j'assume. Mais moi, je me souviens de personnes comme, on a parlé de Jacques Lebovitch, de sa vision. Moi, je me souviens très bien d'Agnès Ullmann, qui était une très grande dame de l'Institut Pasteur,
qui me parlait, qui me disait « Pierre, le sida, c'est bien, mais les grands valiants », alors elle avait un accent roumain, elle s'était réfugiée. Alors, ce qui est intéressant dans son histoire, c'était qu'elle s'était réfugiée à l'Institut Pasteur pour fuir Lysenko. Elle et son mari biochimiste. Donc, les deux grands sujets d'Agnès, c'était les grands variants pandémiques, donc Covid, les grippes pandémiques, et Lysenko. C'était ces deux grands sujets. Ils sont revenus ensemble. Et donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour la façon dont ils avaient cette vision de la transmission assez ancienne, aussi les grands pionniers de la vaccination. Voilà, c'est ça qu'il faut remettre en route. Et puis d'éviter de faire de nos étudiants des machines à publier, des portions atomisées, quoi. Voilà. Merci. Mais bon, je suis très idéaliste et simpliste. Maintenant, il n'y a pas de recette miracle, hein. Il y a aussi la question du nombre. Enfin, on voit bien, tout est lié. Quand j'étais à l'INSERM, j'avais proposé une grève des signatures sur les publications pour qu'on publie sans mettre de nom, histoire de pouvoir travailler de façon plus collective, sans se retrouver en compétition les uns avec les autres pour qui signe quoi et combien ça rapporte. Mais bon, voilà, c'est bien naïf tout ça. Il y avait une dernière question. Ce n'est pas une question, c'est juste une observation ou un témoignage. J'ai travaillé dans la recherche de 70, 72 jusqu'en 2012, et public et privé, alternativement, plusieurs alternances. Et en fait, j'ai observé un énorme changement au niveau des directions et des gens qui sont, disons, des décideurs, hein, tant dans le public que dans le privé, mais même aussi dans le public. Dans les années 70 encore, il y avait, au niveau des dirigeants, il y avait un certain pluralisme avec des gens. Moi, j'avais dans le laboratoire où j'étais, il y avait même un directeur qui était communiste, qui était très respecté parce qu'il avait été résistant. Il y avait peu de communistes, mais ils étaient très respectés. Il y en avait, en tout cas aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Et il y a une énorme évolution. Aujourd'hui, on peut dire que c'est très, très uniforme. On voit bien que les dirigeants, y compris au CNRS, hein, avec lequel j'ai travaillé quand j'étais du côté industriel, on voit bien que les dirigeants, ils sont là pour contrôler essentiellement ce genre de choses, je dirais des aspects un peu idéologiques. Et aujourd'hui, le système est totalement verrouillé, alors qu'il ne l'était pas du tout en 70. Et ça me fait penser aussi au travail d'Ambroise Croizat et à la création du corps des fonctionnaires, dans lequel, pour Ambroise Croizat, un fonctionnaire, comment dire, il avait un devoir de réserve, mais il devait s'exprimer en tant que citoyen. Ceci a totalement disparu aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle plus que du devoir de réserve. Donc, alors, je rattache ça aussi à un très beau travail qui est celui de Laurent Mauduit, qui s'appelle La Caste, qui ne porte pas du tout sur le domaine de la recherche, mais uniquement sur le problème du management industriel, mais c'est le même processus qui s'est produit, y compris dans la recherche. Il n'y a plus du tout de pluralisme au niveau des instances dirigeantes. Et le dernier avatar, la chose la plus grave là, qui vient d'arriver, c'est quand même une décision de Macron. Il veut s'autoriser à supprimer, je ne sais plus comment c'est, mais enfin, autoriser le recrutement dans des postes de hauts fonctionnaires à des gens qui ne sont pas du tout fonctionnaires sur des critères purement contractuels. C'est dramatique parce que ça veut dire que ces gens-là, ils vont être recrutés, pas forcément d'ailleurs pour des durées limitées, comme ça l'est dans le cas du haut management, et ils vont être recrutés sur des critères idéologiques uniquement. Donc c'est une catastrophe. Je pense qu'il faudrait revenir à ce qui a été apporté par le CNR, le Conseil national de la résistance en 1947, au niveau de la santé publique, de la sécurité sociale et aussi de la loi travail qui va avec. Et la sécurité sociale et la santé, aujourd'hui, si elle est énormément dégradée, ça vient du fait que tout ce qui était très solide dans la santé publique et la sécurité sociale, ça a été petit à petit détruit. Ambroise Croizat, il voulait que ça soit... Barbara Stiegler a parlé du rôle des soignants. Ils étaient tout à fait présents dans la sécurité sociale à l'époque de sa création. Et tout ça, ça a été détruit, étape par étape.
On pourrait parler de l'éducation nationale aussi, hein, parce que c'est le même Bon. gros sujet. Merci beaucoup.